Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus nous voir. Nous allons vous parler un peu d'Europe, l'Union européenne et l'accessibilité universelle. Avec Philippe Mier, mon partenaire, nous allons vous faire un exposé d'à peu près 1 heure et puis après on donnera la parole à la salle et on essaiera de répondre à des questions qui ne sont pas toujours très faciles s'agissant de l'Europe. Je représente ici le Forum européen des personnes handicapées. Je m'appelle Alain Faure et je suis membre du comité exécutif du Forum européen. Le Forum européen des personnes handicapées représente 85 millions de personnes handicapées dans l'Union européenne. Il est composé de conseils nationaux. Dans chacun des pays de l'Union européenne, il y a un conseil national qui regroupe les personnes handicapées, tout handicap confondu. Et en dehors de ces conseils nationaux, il accueille dans son sein les associations européennes du type trisomie 21, déficience intellectuelle, les sourds et les aveugles d'Europe, etc. Le rôle du Forum européen est très important parce que c'est celui qui représente la société civile au sein de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil économique et social européen et du Comité des régions. Il est le représentant des personnes handicapées et de leurs familles, notamment dans le comité de suivi de la Convention des Nations Unies qui a été ratifiée par l'Union européenne. Et c'est le principal lobby de la défense des personnes handicapées dans les institutions européennes. Je vais laisser maintenant la parole à Philippe Mier qui va vous présenter le CFHE. Oui, donc je travaille pour le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. C'est un conseil qui réunit une 50aine d'associations françaises de personnes handicapées et de familles, mais qui ne traite que des questions européennes. Il a été créé il y a environ un peu plus de 10 ans. Et ça a été une volonté de montrer en quoi on avait besoin d'une représentation en France des personnes, étant donné que la politique européenne avait une incidence de plus en plus importante sur les questions de handicap. C'est la raison pour laquelle on a choisi d'intervenir aujourd'hui aussi, c'est parce que ça fait maintenant une dizaine d'années où l'Europe joue un rôle de plus en plus important sur les politiques qui concernent le handicap, ce qui n'était pas le cas auparavant, dans la mesure où le handicap était plus quelque chose qui avait à voir avec l'aspect médical, l'aspect santé, sanitaire. Et à partir du moment où il y a eu une évolution du concept de handicap, et que l'environnement a pris toute sa place comme cause de situation de handicap, on a vu l'Union européenne s'investir beaucoup plus dans tout ce qui était la conception universelle, l'accessibilité universelle. Alors cette année, c'est une année particulièrement importante pour la notion d'accessibilité et de conception universelle, puisque cette idée de conception universelle et d'accessibilité universelle est née également à travers la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est quelque chose dont on va vous parler souvent ici, puisqu'en fait c'est un peu notre base à la fois juridique et de moyens d'action, en tout cas actuellement. Et dans la Convention des Nations Unies, on parle de conception universelle, on l'a définie, et d'accessibilité universelle. Et cette année particulièrement, dans la mesure où l'Union européenne a ratifié la Convention des Nations Unies, comme la France, il y a maintenant 4-5 ans, l'Union européenne remet un rapport à Genève, au Comité des droits, pour expliquer ce qu'elle fait en matière de conception et d'accessibilité universelle. La France devrait en faire de même, sauf que le rapport n'est toujours pas écrit. Il est en cours d'écriture actuellement, alors qu'il aurait dû être mis il y a déjà 2 ans. Donc on va voir un petit peu quelle est la réponse droits de l'homme par rapport à cette question d'accessibilité universelle. Donc on va vous présenter cet après-midi plusieurs choses. On va
d'abord vous dire quel est le spectre de la conception universelle tel qu'il est défini dans un article de la Convention des Nations Unies, qui est l'article 9, puisque l'accessibilité, c'est plus au sens qu'il y avait il y a 10-15 ans, c'est beaucoup plus large maintenant, donc on va revoir cela. Après, on verra comment l'Union européenne a un certain nombre d'instruments pour aller dans ces directions-là. Des instruments juridiques, des instruments politiques, il y a les questions de normalisation également, et on verra des illustrations dans quelques textes qui concernent à la fois les transports, l'environnement bâti, et puis tout ce qui est accessibilité numérique. Voilà, donc Alain, je te laisse la parole pour nous présenter la Convention des Nations Unies. On ne sait jamais si ce texte est connu des gens à qui on s'adresse. Pour nous, c'est vraiment le texte de base qui va au-delà de la loi du 11 février 2005 en matière de handicap, en tout cas. Et la Convention est relativement mal méconnue, en tout cas en France. Alors, cette Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par l'Union européenne le 23 décembre 2010. Elle a été aussi ratifiée par la France le 18 février 2010. Et au sein des pays qui forment l'Union européenne, il y a seulement 3 pays qui n'ont pas encore ratifié pour des questions de constitutionnalité. Il faut qu'ils revoient leur constitution pour pouvoir adopter ce texte. C'est la première fois que l'Union européenne ratifie une convention du type de celle relative aux droits des personnes handicapées. C'est donc un geste très fort qui a été fait par l'Union européenne et qui va lui permettre, si vous voulez, d'essayer d'axer toute une politique. Et on verra comment elle peut le faire. Cette convention ne crée pas de nouveaux droits. Elle veille simplement à ce que les droits humains de la Déclaration des droits de l'homme soient effectivement appliqués dans tous les pays du monde. Elle est mise en œuvre, la mise en œuvre de la Convention implique une collaboration multi-acteurs qui regroupe les États garants mis en œuvre et acteurs de la société civile. Dans chacun de nos pays qui ont ratifié la Convention, il y a une obligation de travail, j'allais dire, entre l'État, qui est garant de cette Convention, et la société civile que nous représentons, que les associations de personnes handicapées représentent, pour pouvoir essayer de mettre en œuvre et de veiller à ce que cette Convention soit bien appliquée. Au bout de 3 ans, l'État garant doit faire rapport à l'ONU à Genève. En même temps que l'État fait rapport à l'ONU à Genève de la mise en œuvre de cette convention et des efforts qui ont été faits et des efforts qui restent à faire, la société civile peut et fait un rapport alternatif dans les 6 mois qui suivent. Ce rapport alternatif, c'est la vision par la société civile et donc par les personnes handicapées de la situation du pays. Ces 2 rapports donnent lieu à discussion au Comité des droits à Genève avec des questions qui peuvent être posées et qui seront posées à l'État pour essayer de voir pourquoi telle situation existe et comment arriver à la corriger. Alors, en ce qui concerne la France, le rapport n'a toujours pas été déposé. On a donc 2 ans de retard. On nous a promis qu'il serait déposé d'ici la fin du premier semestre. Et donc, dès qu'il sera posé, le CFHE, au nom missionné par le comité d'entente de toutes les organisations de personnes handicapées en France, procédera à l'écriture du rapport alternatif pour le déposer auprès du Comité des droits à Genève. Ça, c'est le cadre des réglementations et des politiques européennes. C'est à partir d'un texte comme celui-là, il y a d'autres textes bien sûr, mais c'est le texte fondateur qui fait qu'après, nous pourrons voir, une fois qu'on aura analysé l'article 9 qui détermine l'accessibilité, voir comment
juridiquement parlant, l'Union européenne peut mettre en application le texte de la Convention. Une des difficultés qu'on a quand on parle de cette convention, c'est montrer en quoi elle est différente ou elle apporte un plus par rapport à la loi du 11 février 2005. En fait, elle a une approche qui est différente puisque les associations au niveau mondial qui ont élaboré cette convention avec les autorités publiques ont voulu absolument que le handicap soit abordé par une approche droits de l'homme. Donc cette convention reprend les droits de l'homme que tout le monde connaît ou devrait connaître et reprend article par article quels sont les obstacles pour l'effectivité des droits, comme tout à chacun, pour les personnes en situation de handicap. Dans la loi du 11 février, il y a déjà un certain nombre de notions qu'on retrouve sur la citoyenneté, l'égalité des chances, qui ressemblent à une approche droits de l'homme. Mais la convention qui a été élaborée un an après la loi du 11 février, en 2006, en fait, va beaucoup plus loin par rapport à cela. Et l'objectif aujourd'hui des associations, d'un certain nombre, c'est en montrer en quoi cette convention doit nous amener beaucoup plus loin sur un certain nombre de domaines, comme l'accessibilité universelle, qui n'est pas inclus dans la loi du 11 février. Donc ce travail de pédagogie un peu et cette approche droits de l'homme, c'est quelque chose qu'actuellement on essaie de mettre en œuvre et de diffuser auprès de toutes les personnes concernées. Alors sur l'article 9 de la Convention qui donne une définition de l'accessibilité, je vais vous lire une partie de cet article-là et on commentera après la deuxième partie de cet article. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, au transport, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres, aux bâtiments, à la voirie, au transport et aux autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail, aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence. Dans cette définition-là, on voit que la Convention a travaillé sur une accessibilité qui recouvre la totalité de la vie de personnes handicapées ou pas. Elle permet aussi de voir le caractère, enfin de comprendre le caractère universel de l'accessibilité. Ce qui est difficile pour l'Union européenne, c'est de voir un peu, à partir des domaines de compétences qu'elle a, comment ça va s'articuler avec les législations nationales. Et c'est l'objet de cette convention, c'est-à-dire que l'Union européenne actuellement, qui a écrit son rapport pour dire comment elle répondait à ces principes, est en train de définir également quel est son domaine de compétences et quelle sera la compétence de l'État membre de l'Union européenne qui devra compléter ou qui devra mettre en œuvre cette convention. Voilà, donc on voit qu'en ce qui concerne les transports, par exemple, il y a un domaine de compétences qui est propre à l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'environnement bâti, mais qui est le cas pour l'accessibilité numérique. Donc on voit bien que suivant les secteurs d'activité pour arriver à cette égalité de droit et concevoir l'accessibilité universelle, l'Union européenne aura un rôle plus ou moins important suivant les compétences qu'elle a sur tel ou tel secteur. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué même actuellement dans la mise en œuvre de cette convention,
car il faut voir un petit peu comment le droit national va s'articuler avec le droit européen et quelles seront les politiques qui seront mises en œuvre en Europe, qui devront s'imposer avec des outils qui vont être différents. Et là, on verra les instruments juridiques qui existent, de façon à pouvoir rendre effective cette accessibilité. Pour préciser, si vous voulez, l'Union européenne a, avec les différents États membres, établi une liste de domaines qui sont propres à sa compétence et des domaines qui sont partagés entre les États parties et puis l'Union européenne. Mais l'Union européenne a d'autres leviers pour pouvoir, comment dire, pas imposer, mais forcer un peu les États membres qui seraient un peu en retrait pour pouvoir essayer de les faire avancer sur la voie de la Convention. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, y compris par les fonds structurels, y compris par des directives comme la directive marché, en fait, etc. Il y a plusieurs moyens de la part de l'Union européenne, de la Commission, pour pouvoir imposer indirectement la mise en œuvre de cette convention. Mais il vaut mieux quand même que ce soit les États parties qui d'eux-mêmes appliquent cette dite convention. Alors on peut peut-être détailler l'article 9, le poursuivre un petit peu, puisque dans cet article 9, on détaille un petit peu ce qui a été dit dans la première partie. Donc, les États parties prennent également des mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives. Ça définit actuellement toute la politique de normalisation qui est faite en Europe. Il existe des mandats donc, qui sont des demandes par la Commission européenne pour que des normes soient appliquées de façon à l'échelle européenne dans tel ou tel domaine. On le verra pour l'accessibilité numérique. Alors, c'est un débat qui, en France, a posé problème il y a encore 2 ans, particulièrement par le Sénat. Ça s'est produit sur la question de l'accessibilité des lieux publics, où le Sénat, et aussi pour l'accessibilité numérique, le Sénat refusait que d'autres normes européennes viennent impacter sur le droit français. Et il a fallu discuter avec un certain nombre de sénateurs pour expliquer que ces normes n'étaient pas là pour simplement des aspects de sécurité, mais c'était également pour accéder à des droits fondamentaux. Et la démarche de l'Union européenne en matière de normes, c'est justement comment, de façon un peu universelle, concevoir des normes qui permettent à des personnes, à tout public, de pouvoir accéder le plus possible à certains biens et services. Et dans la Convention, il est indiqué que lorsque cette accessibilité ne trouve pas de réponse, il existe cette question des aménagements raisonnables, des adaptations, qui sont là pour compenser les difficultés d'accessibilité universelle. Pour continuer, donc, le deuxième point, faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées. Alors ça, c'est important, c'est une demande du Forum européen, que ce ne soit pas uniquement des organismes publics qui répondent à certaines normes d'accessibilité, mais que ça concerne aussi tout ce qui a un intérêt, en tout cas pour le public, et des services ouverts au public. Donc ça va au-delà des services dits publics, au sens français ou européen du terme. Il y a un membre de phrase qui est tout à fait important, c'est prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité. On a un peu trop tendance, lorsqu'on parle d'accessibilité, de voir l'accessibilité motrice. Il y a tous les autres aspects, et on le verra un peu plus loin, il y a tout ce qui tourne autour du facile à lire et à comprendre pour les personnes qui sont déficientes intellectuelles. Il y a tout ce qui tourne autour de la langue des signes pour les sourds, tout ce qui tourne autour du braille, en fait, etc. Donc, ce n'est pas uniquement le fauteuil, c'est la totalité des handicaps qui doivent être pris en compte pour l'accessibilité si on veut qu'elle soit universelle.
Alors, assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d'accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille sous des formes faciles à lire et à comprendre. Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et des services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d'interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments et autres installations ouverts au public. Il n'y a pas que l'accès des bâtiments et autres installations ouverts au public. Si on parle des musées, si on parle de la culture, il est tout à fait nécessaire d'avoir des aides humaines ou animalières ou des aides des services de médiateurs pour pouvoir prendre bénéfice de ces musées et ces autres lieux culturels. Promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l'accès à l'information. C'est quelque chose sur lequel on veille beaucoup et au niveau de la France notamment, on travaille beaucoup avec le CSA pour essayer d'améliorer la possibilité de bénéficier de moyens corrects pour l'information. Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet. Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion des systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, afin d'en assurer l'accessibilité à un coût minimal. Ça, c'est l'article 9 tel que l'on peut le retrouver dans la Convention des Nations Unies. Donc, dans le rapport que la France et que l'Union européenne remettent aux Nations Unies, évidemment, tout ça, c'est un idéal. Quand on regarde ces principes, c'est l'objectif à atteindre. Mais chaque État a l'obligation de montrer en quoi il va dans cette démarche et ce qu'il met en œuvre justement pour atteindre cet objectif. Et l'objectif, c'est de mesurer cet écart et que chaque pays fasse des recommandations pour arriver à cet objectif. Donc l'Union européenne, elle a un certain nombre d'instruments qui peuvent agir sur ces différents thèmes. Il y a donc d'abord les instruments législatifs, ceux qu'on entend parler régulièrement, les règlements qui sont des textes qui s'appliquent d'emblée à l'État membre, les directives européennes qui, elles, nécessitent d'être transposées dans le droit national, avec un délai qui est variable suivant les textes, mais qui en général est autour de 2 ou 3 ans. Certaines des directives sont transposées, d'autres ont beaucoup plus de mal à être transposées. Et on ne peut pas dire que la France soit un exemple en matière de transposition de directives. Il y a les décisions, et il y a également des instruments qui ne sont pas contraignants que l'Union européenne utilise, soit des recommandations, des avis, des rapports, des lignes directrices et des résolutions. Les instruments législatifs, certes, mais il y a aussi des politiques européennes qui sont mises en œuvre. L'Union européenne a un mandat vis-à-vis des personnes handicapées en s'appuyant sur 3 textes. La Charte des droits fondamentaux, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, et la Convention de l'ONU, ce qui lui permet de mettre en œuvre sa politique. Et la politique a été prise à Lisbonne, c'est la politique 2010-2020 sur la croissance intelligente, durable et inclusive. C'est au nom aussi de cette inclusion que l'Union européenne a pris une politique spécifique en faveur des personnes handicapées, la stratégie 2010-2020. Dans cette stratégie, 8 domaines sont parcourus, dont en particulier le domaine sur l'accessibilité. Domaine sur l'accessibilité qui recouvre l'article 9, domaine qui peut être
comment dire, appuyé par des instruments financiers que l'on connaît, tout ce qui tourne autour des fonds structurels. Puisque dans le règlement des fonds structurels, il est fait référence à certaines catégories de personnes, dont notamment les personnes handicapées, qui doivent pouvoir bénéficier de ces fonds structurels. Il doit être fait référence dans tous les projets dans l'Union européenne sur des projets demandant des fonds structurels. Il doit être fait référence à la situation des personnes handicapées et à la manière dont ces projets-là peuvent leur rendre service. Donc on voit que l'Union européenne a un mandat clair en matière de prise en compte des politiques du handicap, à partir des textes, des chartes. Ensuite, elle a des outils législatifs. Malheureusement, on se rend compte là, depuis quelques mois, depuis les élections du Parlement européen, qu'un certain nombre de dossiers sont restés en attente, particulièrement dans le domaine du juridique. Et l'Union européenne s'est un peu arrêtée avec l'arrêt du fonctionnement du Parlement européen. Et un certain nombre de projets qui étaient dans la stratégie 2010-2020 ne sont pas encore complètement aboutis. Il y en a un particulièrement dont on va parler, qui est l'acte européen d'accessibilité. C'est un acte qui devrait prendre la forme d'une directive européenne, qui a été promis par la Commission européenne en 2010, puisque ça rentre dans cette stratégie. Et cet acte européen a pour but, justement, dans le sens de la Convention des Nations Unies, de rendre les biens et les services accessibles à tous les publics et à toutes les personnes. Alors évidemment, ça crée un certain nombre de tensions entre les pays de l'Union européenne sur la mise en place de cette directive. D'autant que l'Union européenne utilise beaucoup la non-discrimination comme outil également des politiques. Et dans l'esprit du grand marché intérieur, le fait d'avoir accès aux biens et aux services comme tout à chacun doit être un acte pour illustrer ce que doit être la non-discrimination. Donc, pour ce texte, c'est la notion de marché intérieur qui a été envisagée pour déterminer ce que devrait être une accessibilité aux biens et aux services. Donc si cette directive voit le jour, on espère grandement qu'elle verra le jour, parce que, en tout cas, Juncker s'est engagé à la sortir avant la fin de l'année. On verra après comment cette directive sera transposée en France et va s'articuler avec tout ce qui concerne les décrets de la loi du 11 janvier 2005. Mais ça devrait être un outil, en tout cas, qui serait très intéressant pour nous, de façon à rester en justice par rapport à un certain nombre de discriminations qui sont liées à l'inaccessibilité des biens et des services. Donc on voit que tout ça, ça prend du temps. Entre le moment où l'Union européenne s'est engagée dans des politiques ou dans des textes et l'application, ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que la ligne, elle est tracée. On sait très bien dans quel sens l'Union européenne va aller. Et l'Union européenne voit très bien aussi ce qui se passe outre-Atlantique. Si la Convention des Nations Unies, par exemple, est inscrite aujourd'hui dans la directive marché public, c'est bien parce qu'ils se sont rendus compte qu'aux États-Unis, le volet marché public pour toutes les autorités publiques a été un volet important pour tout ce qui était question d'accessibilité. Donc on sait très bien que c'est l'objectif qui est là, c'est une sorte de phare, cette convention, mais que les déclinaisons à la fois juridiques et politiques vont prendre du temps et qu'il y a un des freins qui sont liés aussi à la diversité des situations dans chaque État membre. Certains pays de l'Union européenne trouvent que la barre est mise un peu trop haut pour certains domaines d'accessibilité, ce qui freine aussi. Il y a aussi une question de gouvernance. L'organisation administrative en Europe est très différente d'un pays à l'autre et les pouvoirs de décision ne sont pas aux mêmes endroits, ce qui freine aussi l'application de certains textes. Alors, on va parler un peu juste de normes parce qu'à l'heure actuelle, il y a toujours en pendante un certain nombre de démarches pour déterminer un certain nombre de normes. Pourquoi ? Parce que les normes européennes qui envisagent la diversité des besoins des personnes
et leur diversité fonctionnelle par la conception des designs universels encourageront la mise au point de produits et de services accessibles à tous, y compris aux personnes handicapées. Il faut savoir que les marchés publics représentent environ 17% du produit intérieur brut de l'Union européenne. C'est un montant qui est considérable. C'est pourquoi l'élaboration d'une norme européenne visant à soutenir l'intégration d'exigences d'accessibilité dans les offres exhortera bien sûr les fournisseurs de services et les agents de marché à examiner, renouveler et revoir leurs concepts en fonction de ce paramètre. Cette démarche aura donc un impact positif direct sur les conditions de vie des personnes handicapées. Donc nous sommes, nous, bien sûr, très attachés et très participatifs pour la mise aux normes, pour la mise en place de normes européennes. Et le Forum européen, qui représente les organisations de personnes, est très attentif à être dans ces débats à Bruxelles lorsqu'on parle des mandats en matière d'accessibilité. En France, c'est exactement la même question, puisque c'est l'AFNOR en fait, qui étudie ces normes et qui étudie aussi le contenu des mandats européens en matière de normalisation. Pour nous, les associations, la normalisation, c'est quelque chose qui est important, la standardisation, parce que la notion d'universel peut apparaître à travers ces normes. Alors que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, d'un point de vue politique, assez controversé parfois. Bien, on va peut-être rentrer peut-être un peu plus dans le concret en vous indiquant un peu ce que l'Europe a pu apporter déjà au niveau d'une accessibilité que l'on pourrait faciliter pour les personnes en situation de handicap. Alors, si on prend le rail, transport par rail, il y a d'abord des spécifications techniques pour l'interopérabilité entre les différents systèmes compagnies de transport par rail au sein de l'Union européenne, entre les Allemands, les Belges, les Français, etc. Il y a aussi toute une étude et des textes qui ont paru sur les droits des usagers. Notamment, bon, si vous voulez, on est en train de réfléchir sur la durée de prénotification, qui à l'heure actuelle doit être de 48 heures, pour les personnes à mobilité réduite qui veulent prendre un train, il faut qu'ils puissent avertir dans les gares, en fait, etc. Donc on essaye partout cette souplesse-là. On essaye aussi de veiller à ce que dans le renouvellement des trains, ils soient un peu plus adaptés qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Et là, c'est pas facile, mais on peut quand même y arriver un peu. Et ça se fait, si vous voulez, sous forme de règlement. Le règlement européen s'applique immédiatement dans tous les États européens, une fois que la Commission l'a adopté. Oui. Enfin, le transport par rail, ce n'est pas un domaine très exemplaire actuellement. Enfin, toutes les personnes concernées peuvent s'en rendre compte. Et nous, on appelle à ce qu'il y ait justement cet acte européen d'accessibilité soit beaucoup plus volontariste par rapport à l'accessibilité du rail. C'est vrai que les spécifications techniques pour l'interopérabilité, c'est un élément parmi d'autres, mais aujourd'hui, c'est plus par le droit des usagers, à la limite, que l'accessibilité a lieu, que par la conception universelle, alors qu'il y a des pays, en Asie par exemple, où il y a une conception des transports par rail qui est de conception universelle. Donc, ce n'est pas aujourd'hui la conception même qui est remise en cause, c'est plus la volonté politique de pouvoir imposer telle ou telle norme dans la conception des trains. Alors, au niveau du transport aérien, il y a un règlement qui est apparu en 2004 et qui est en cours de révision. Transport aérien, c'est un peu la même situation. Vous avez peut-être suivi les ennuis de certaines compagnies low cost qui se sont retrouvées au tribunal et qui se sont retrouvées condamnées pour avoir refusé la prise à bord d'un certain nombre de passagers. Nous essayons d'améliorer l'accompagnement des personnes, notamment à mobilité réduite, dans tous les aéroports, en fait, etc. On a
au niveau du CFHE en particulier, fait un gros travail de formation des personnels d'aéroports en France pour essayer d'améliorer un peu cette situation. Alors c'est comme un peu ailleurs, hein. On est toujours un peu en retard d'une guerre. Il faudrait qu'on puisse avancer plus vite et que la révision du règlement aérien soit plus attentif à la possibilité pour les personnes handicapées de pouvoir bénéficier de transports comme tout le monde. Ça a été un plus, le règlement aérien en 2004. Il n'empêche que dans l'effectivité même de ce règlement, il y a encore beaucoup de dysfonctionnements. Et c'est pour ça qu'il a été révisé au niveau européen et qu'il doit y avoir des améliorations qui seront prises en compte. Mais on regarde aussi du côté transatlantique, voire aux États-Unis, où en matière de non-discrimination dans le transport aérien, ils vont encore beaucoup plus loin que ce règlement aérien. Et là encore, il faut que l'Union européenne puisse s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres continents en matière de non-discrimination vis-à-vis de ça. On a de la même manière, on a eu une directive en 2001 sur les autobus autocars. On a eu à nouveau un règlement en 2011. Et là aussi, on est en train d'essayer d'avancer pour essayer de régler un certain nombre de problèmes d'accessibilité au niveau de ces transports-là. Alors l'accès au bâti, donc on se rappelle l'article 9 dans transport, accès à l'environnement bâti et les techniques TIC, techniques d'information et de communication. Sur l'accès au bâti, en fait, l'Union européenne n'a pas une compétence très importante, c'est les États membres qui ont une compétence. Donc l'Union européenne, dans ces cas-là, ne se décourage pas. Elle dit on a une charte sociale, on a une charte européenne, on a une convention des Nations Unies, on a le traitement de l'Union européenne, ce qui fait qu'on doit quand même être actif vis-à-vis de ça. Donc là, c'est le projet de directive marché public qui va pouvoir influer sur l'accès à l'environnement bâti. Je vous dirais que pour les associations, c'est un peu compliqué parce que les administrations françaises ont une lecture des directives qui parfois est un peu restrictive même par rapport à l'esprit même que l'Union européenne veut mettre. Cette directive marché public, elle est parue l'année dernière, il y a 2 ans pour la transposer. Elle est actuellement étudiée à Bercy. Il y a des études qui ont été faites par des services du Premier ministre sur la transposition. Mais on voit bien que lorsque la société civile n'est pas présente pour réclamer certains aspects qui sont défendus dans cette directive, ils n'apparaissent pas dans le projet de transposition. Donc là encore, c'est le rôle des associations d'être assez attentives à la façon dont ces directives sont transposées. Et là, pour les marchés publics, il y a des outils qui existent justement dans la directive même pour qu'on retrouve dans la loi française des normes, des précisions sur l'accès des marchés publics. Alors, sur l'accès aux biens et services, nous n'avons pas de législation générale européenne. Nous sommes dans l'attente, bien sûr, de l'acte européen d'accessibilité, dans une attente, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, qui date, puisque ça nous avait été promis pour 2012. En 2012, simplement, ils avaient fait une enquête, et on est quand même en 2015, et on espère, si l'on écoute le président de la Commission, que ça pourrait voir le jour à la fin de l'année 2015. C'est un très gros problème quand même, parce que c'est tous les biens et tous les services. Donc ça touche beaucoup de monde et c'est pas facile à mettre en œuvre. On pense qu'on pourra probablement s'en sortir peut-être par le projet de directive sur les marchés publics. Et puis aussi, il y a un moyen qui peut être important, ce sont les fonds structurels et d'investissement européens. Alors, les fonds structurels européens, en France, ils sont utilisés plutôt par les pouvoirs publics pour mettre en place leur politique. La société civile utilise une partie de ces fonds
Mais ces fonds sont perçus plutôt comme de l'argent qui va servir à financer un certain nombre d'actions dans le domaine de l'emploi, de la formation. Je pense au Fonds social européen. Mais les organisations, et particulièrement le Forum européen, a tout fait pour que, dans les règlements généraux des fonds structurels européens, on puisse mettre les principes de la Convention des Nations Unies dans ces règlements généraux. Là encore, il y a un travail à faire de pédagogie vis-à-vis des administrations et des pouvoirs publics qui ne comprennent pas trop non plus ce que viennent faire les règlements généraux et la Convention des Nations Unies dans ces fonds structurels européens. Alors qu'il y a des outils qui seraient utiles pour, lorsque par exemple on crée un certain nombre d'infrastructures, d'emblée, respecter un certain nombre de normes qui permettraient justement d'accepter ou de refuser des financements avec des conditions ex ante, telles qu'il y a dans les règlements généraux. Donc là encore, ça demande à la société civile de s'organiser pour faire respecter un petit peu tous les points de la Convention des Nations Unies qui sont dans ces fonds structurels européens. Alors, un des domaines, autant on a vu que les transports, où l'Union européenne a un rôle quand même qui est direct et indirect, l'environnement bâti, où la compétence de l'Union européenne n'est pas très importante, mais qui a d'autres biais pour pouvoir normaliser ou légiférer. Les biens et services, on attend donc l'acte européen d'accessibilité. Pour l'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication, on peut dire que c'est sûrement, et heureusement, un des domaines où actuellement il y a peut-être le plus de cohérence entre les législations et les politiques européennes, les politiques nationales et les besoins des personnes en situation de handicap. Il existe donc au niveau européen un projet de directive d'accessibilité des sites web publics. C'est un projet qui date déjà depuis 3 ou 4 ans. Il a été proposé par la Commission européenne. Le Parlement a été beaucoup plus loin que la proposition de la Commission européenne. Chaque État membre l'a examiné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En France, il y a eu des problèmes particulièrement avec le Sénat, puisque la rapporteure du Sénat a donné un avis défavorable par rapport à ce projet de directive. Ça, c'était il y a 2 ans. Mais depuis 2 ans, la France, grâce au RG2A, s'est mis un petit peu dans les clous par rapport à ce projet de directive d'accessibilité des sites web publics. C'est quoi, en fait, ce projet de directive? C'est simplement que les personnes qui ont des besoins particuliers, plus particulièrement les personnes avec des déficiences visuelles, mais également d'autres déficiences, puissent, comme tout à chacun, lorsqu'elles vont sur un site web pour les impôts, pour un certain nombre de domaines, en tout cas, pour les cartes d'identité, pour les cartes des certificats d'immatriculation des voitures, puissent avoir accès à ces services publics, comme tout à chacun. Donc ça nécessite pour ça que le site web qui va être utilisé réponde à des normes qui puissent au moins rendre une accessibilité comme tout à chacun. Donc ce projet de directive, ça reste encore un projet, il devrait aboutir bientôt en tout cas. Et en France, le fait que l'arrivée du RG2A, donc qui met un niveau d'accessibilité suffisant, permettra de se mettre en face avec ce projet de directive. Il n'empêche que pour les associations, en tout cas, il y a une demande qui est beaucoup plus importante que ça. On ne peut pas non plus imaginer que ça doit être uniquement 10 sites web publics qui doivent être accessibles. Il y a une demande que ce soit tous les sites web qui sont fournis au public. C'est-à-dire qu'on pense dans ce domaine-là à tout ce qui est les services d'électricité, eau, gaz, santé, éducation, services bancaires, transport, que tous ces services puissent être accessibles aux personnes qui ont des besoins particuliers.
On retrouve encore la directive marché public, c'est-à-dire que il y a des spécifications techniques qui ont été mises de façon à ce que dans les marchés publics, on puisse aussi respecter ce code de WCAG 2.0. Il y a des réserves quand même qui ont été faites par les organisations sur la RG2A. Ça a concerné les mobiles, les applications mobiles, puisque a priori, il n'a pas été envisagé encore que les applications mobiles soient accessibles. Donc il y a actuellement une discussion à la fois au Parlement européen et à la Commission sur ce sujet-là. Il existe également, en termes de normes, un mandat particulier, donc qui est étudié au niveau européen et en France à l'AFNOR, sur cette question d'accessibilité des sites web publics. Voilà, on va donc terminer notre exposé avant de prendre éventuellement vos questions sur différents points. Le premier point, donc, c'est sur l'évolution du rôle de l'Union européenne en matière d'accessibilité. On voit bien que pendant très longtemps, l'Union européenne, en fait, est restée un peu à l'écart des politiques d'accessibilité. Les interlocuteurs dans chaque pays, c'était plutôt les ministères des Affaires sociales ou de la santé, mais qu'aujourd'hui, avec les politiques transversales et le fait qu'on puisse dire que l'environnement est un obstacle à l'autonomie et à la participation, fait que l'Union européenne, à travers l'ensemble de ses directions, au sein de la Commission européenne, mais également avec la pression du Parlement européen, et le biais de la non-discrimination fait en sorte qu'on puisse toucher l'ensemble des domaines de la vie quotidienne des personnes. Les biens, les services, les produits, les transports, l'accessibilité numérique, que tous ces domaines-là, en fait, puissent être pris en compte dans une politique européenne. Alors bien sûr, on vous l'a dit, c'est une attente très forte de l'acte européen d'accessibilité qui ouvrirait les portes notamment aux biens et aux services. Là-dessus, la totalité des représentants des personnes handicapées et de leurs familles veille au grain. On essaye de faire avancer le dossier. On nous l'a promis pour la fin de l'année. On espère que ça sera une promesse tenue. Il y a aussi quelques problèmes qui nous sont posés par les limites des directives et des règlements. On n'a pas la possibilité toujours de pouvoir suivre les dispositifs de mise en application des directives et des règlements. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle de la bonne application de ces directives et de ces règlements. Et puis, il y a aussi un problème de formation. On a vu tout à l'heure que nous avions, nous, participé à la formation au niveau des transports aériens, mais il faudrait qu'on puisse développer cette formation-là. Il n'est pas inné de pouvoir aider à la formation dans les gares, dans les aéroports, enfin, etc. Il vaut mieux que ce soit fait encore par des personnes qui sont confrontées au problème plutôt que d'une manière livresque. Et puis enfin, le rôle des ONG. Alors pour ce qui concerne EDF, mais pour ce qui concerne aussi le CFHE au niveau de la France en relation avec l'Europe, mais pour EDF, le Forum européen des personnes handicapées, nous jouons un rôle de chien de garde, une veille de tous les jours pour voir que les dossiers qui sont en cours puissent avancer et que s'ils avancent, ils avancent en conformité avec la Convention. Et puis, on demande et on participe à l'élaboration d'un maximum de textes. Merci. On vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, écoutez, on est à votre disposition pour essayer d'y répondre. Merci. Par rapport à ce qui se passe là en ce moment en France et la mise en place des ADAPT par rapport à la loi de 2005, quelle est la position? Qu'est-ce que peut faire l'Union européenne?
Actuellement, pas grand-chose. On a vu que sur ce qui est environnement bâti, tout l'environnement, l'Union européenne n'a pas de législation vis-à-vis de cela. On espère que dans l'acte européen d'accessibilité, il puisse y avoir un certain nombre de domaines qui pourront éventuellement servir de support pour la question des ADAP. Mais actuellement, l'Union européenne... Mais c'est en cela où la Convention est intéressante, parce que on voit bien que c'est un objectif à atteindre. Quand on voit les textes de la Convention, ils sont formidables, c'est l'application des droits de l'homme. Dans la réalité, on est bien loin de ça. Mais par contre, on sait qu'il y a une obligation pour les États, parce que la Convention vient au-dessus des lois nationales. Il reste à voir l'applicabilité de cette Convention. Et c'est là, actuellement, il y a un débat avec le Conseil d'État et la Cour de cassation pour savoir en quoi la Convention peut s'appliquer directement sur un certain nombre de sujets, comme la barrière d'âge, par exemple, des choses comme ça. Et on verra bien aussi comment l'Union européenne, qui elle aussi a ratifié cette convention, donc qui va être mise sous pression, parce qu'elle va devoir aussi légiférer sur un certain nombre de points et mettre en œuvre des politiques. Donc on verra bien comment elle pourra s'emparer de cette question. Et c'est pour ça que cette année est importante, parce que l'Union européenne a un rapport que vous pouvez consulter, qui sur cette question-là dit voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait, enfin c'est surtout voilà ce qu'on a fait et voilà ce qui reste à faire. Et on va avoir d'ici la fin de l'année des réponses précises qui vont indiquer dans quel domaine, à la fois l'Union européenne mais les États, devront mettre en œuvre ces politiques-là. Donc on sait que ça va être un moyen de pression à un moment ou à un autre, qui va prendre du temps, mais on a besoin de ces outils juridiques pour faire avancer en fait un certain nombre de politiques. Dans la mesure où l'Union européenne est contrainte de déposer un rapport au comité de Genève, le comité de Genève va poser des questions directement à l'Union européenne, qui va répondre. On n'aime pas les États partis, l'Union européenne, comme tous les États de l'Union européenne, comme tous les États du monde, n'aiment pas trop se faire tirer les oreilles par un organisme de l'ONU. Être marqué un peu au fer rouge en disant « Ah, l'Union européenne n'a pas fait ci, n'a pas fait là ». Donc c'est aussi un moyen de pression, si vous voulez, pour nous. Parce qu'ils ont fait leur rapport. Nous, au niveau du Forum européen, on a terminé notre rapport alternatif. Et bien évidemment, nous ne sommes pas totalement d'accord avec ce que l'Union européenne a dit. Et on a posé, nous aussi, un certain nombre de questions. Donc il va falloir, si vous voulez, que l'Union européenne réponde d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus concrète aux questions qui sont posées, notamment pourquoi cet acte d'accessibilité n'a toujours pas été pris. Voilà, donc on compte un peu aussi sur ça. C'est vrai que les politiques français, les pouvoirs politiques en général, n'aiment pas trop en fait les dénonciations par des institutions européennes ou des droits de l'homme, particulièrement en France. Le commissaire du Conseil de l'Europe qui a fait un voyage en France au mois de septembre et qui a remis un rapport il y a 15 jours, souligne cet aspect-là. Et c'est à la société civile de reprendre ces points-là pour montrer en quoi il y a un décalage avec les droits de l'homme. Il faut l'utiliser, je veux dire. Le rapport que le commissaire a présenté il y a 15 jours, il faut utiliser ce rapport-là. C'est un outil. Et on sait très bien, quand on voit dans les discussions avec les ministères ou les cabinets, que même si la France a du mal parfois à mettre en place les politiques dictées par Bruxelles, ou je ne dirais pas dictées par Bruxelles, parce qu'on est partie prenante de ça, je veux dire, elle est aussi très attentive à la façon dont on est perçu à l'extérieur en matière d'application des droits de l'homme. Même si des domaines comme la prison, c'est quelque chose qui n'est pas exemplaire en France. Et la situation des personnes handicapées en prison, d'ailleurs, pose des problèmes majeurs. Bonjour, pourriez-vous nous préciser ou nous informer du processus de rédaction de l'acte européen d'accessibilité et qui y participe, ou est-ce que vous participez en tant qu'association représentative à cette rédaction? Merci. Alors ça se passe, si vous voulez, in fine, à la fin, ça se passe au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire au niveau des États membres. Mais ce sont tous les services
de la Commission européenne qui ont travaillé dessus d'une manière transversale. Ils ont fait un bilan sur les biens et les services parce que, bon, les biens et les services, ça recouvre tellement de choses. Ils ont donc fait une analyse. De cette analyse-là, ils ont fait un certain nombre de propositions. Et maintenant, ce sont les responsables politiques au plus haut rang de la Commission européenne qui vont décider de la possibilité ou pas de faire cet acte-là. Et c'est à ce niveau-là que ça coince. Alors ça coince aussi, il y a du retard parce que il faut savoir que depuis le mois de mai à la fin du mois de novembre, Bruxelles s'est mis entre parenthèses puisqu'il y a eu les élections, il y a eu le renouvellement de la commission, il y a eu la mise en place, enfin, etc. On a perdu royalement 6 mois. En plus, il y a de nouveaux commissaires, il faut que les nouveaux commissaires prennent, enfin, etc. Vous voyez, donc... Mais nous, on pousse et on ne voit pas comment ils vont pouvoir éviter, parce que c'est vraiment le dernier point important pour la mise en œuvre de la Convention et de l'accessibilité universelle. Il y a eu un travail entre les autorités publiques, c'est-à-dire la Commission, en l'occurrence l'unité handicap de la Commission, et les associations. Il s'est trouvé que jusqu'à l'arrivée de Juncker, la question du handicap était traitée à la DG Justice. Et à la DG Justice, c'est à ce moment-là qu'ils ont, dans la stratégie européenne, sorti cette idée d'acte européen d'accessibilité. Il s'est trouvé qu'ils ont découvert quelque chose qui était beaucoup plus compliqué que ce qu'ils imaginaient. Puisque concevoir les biens et les services de façon universelle, ça ne fait pas du jour au lendemain. Et ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes n'avaient pas les moyens à la Direction générale de justice de consulter l'ensemble des parties prenantes sur cette question de la conception universelle des biens et des services. Alors c'est une des raisons pour laquelle, depuis la nouvelle commission, on nous a dit que le handicap maintenant n'est plus rattaché à la Direction générale de justice, ce qu'on appréciait parce que c'était l'angle non-discrimination, c'est rattaché aux affaires sociales et à l'emploi. Pour nous, c'était un petit peu un retour en arrière de rattacher le handicap aux affaires sociales et à l'emploi. Il n'empêche qu'un argument qui nous a été donné, c'est que la DG Emploi et Affaires sociales a des moyens beaucoup plus importants pour faire des études d'impact en matière d'accessibilité et de conception universelle des biens et des services. Donc on peut penser que le dossier avance. La société civile a été consultée, mais disons que devant l'ampleur du chantier, elle a été consultée à un certain moment. Et à d'autres moments, moi je me souviens très bien des réactions de la commission qui a été de dire « Écoutez, on s'est rendu compte que c'est quelque chose d'un peu illusoire de concevoir des biens et des services de façon universelle ou très compliqué. Vous, en tant que société civile, pouvez-vous nous faire des propositions de choix sur ce qui serait prioritaire ou pas ?» Compliqué de répondre quel bien et quel service doit être prioritaire. Donc ça, c'était il y a 2 ans. On sait que depuis, ça a avancé un peu, mais on est au tout début d'un chantier qui est très très compliqué par rapport à cela. Parce qu'on le voit bien même dans les organisations. Moi, je pense sur, par exemple, les boîtes de médicaments. Dans les organisations de personnes aveugles, il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre que le fait que le braille soit indiqué sur les boîtes. On voit bien qu'il peut y avoir des oppositions entre organisations. Donc l'universalité de l'accessibilité, c'est un vrai débat, c'est une vraie réflexion qui demande du temps. Et je crois que l'Union européenne a pris la mesure en fait, des conséquences qu'il pourrait y avoir, mais elle ne peut pas revenir en arrière maintenant du fait de cet aspect de non-discrimination et du marché intérieur d'égalité d'accès aux biens et aux services. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ça se passe ou comment ça s'est passé dans les autres pays? Par exemple, nous en France, on s'était fixé un délai de 10 ans, puis ensuite on a mis un délai supplémentaire. Est-ce qu'il y a eu des schémas similaires ou bien quelles ont été leurs stratégies ou leurs méthodologies?
Sur la ratification de la Convention, sur la mise en place de la Convention des Nations Unies. Oui, sur la mise en place au niveau national. Oui. On voit qu'il y a des stratégies très différentes d'un pays à l'autre. Bon, comme tout à l'heure disait Alain Faure, il reste que 3 pays en Europe qui n'ont pas encore ratifié. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ratifié qu'ils ne sont pas plus en avance que nous dans l'accès aux droits. Simplement qu'il y a des pays, je pense à certains pays nordiques, lorsqu'une convention internationale arrive, ils examinent le droit et ils mettent leurs droits au niveau de la convention avant de ratifier la convention. Il y a par contre des pays, ils prennent une convention internationale, ils la ratifient tout de suite. Au niveau de la morale, de la bonne conscience, c'est formidable, tel pays a ratifié telle convention internationale. Après, ça leur prend 5, 10 ans, 20 ans, 100 ans à la mettre en œuvre. Donc il y a des stratégies qui sont différentes d'un pays à l'autre. En tout cas, la France a ratifié, elle avait d'abord signé en 2007-2008 et elle a ratifié en 2010. Le problème qu'il y a eu en France, normalement, elle aurait dû remettre le rapport en 2012. C'est l'année où il y a eu un changement de gouvernement, ce qui fait que le nouveau gouvernement ne voulait pas faire un rapport en regard d'une politique qui avait été faite par un autre gouvernement auparavant. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la France, on est en 2015, on a 3 ans de retard et on est le seul pays européen avec la Slovénie à avoir 2 à 3 ans de retard. L'Union européenne, qui a ratifié en même temps que la France, a remis son rapport l'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté en France, en tout cas, à ce que les administrations, parce que ce sont souvent les administrations des différents ministères, qui doivent examiner comment est mis en place tel ou tel article en regard de la Convention. Alors, il y a un deuxième point sur la mise en œuvre de la Convention qui se passe dans chacun des pays. C'est qu'il doit y avoir un comité de suivi qui est mis en place, il doit y avoir des points focaux dans chaque ministère, il doit y avoir une formation qui doit être faite pour toutes les administrations et pour toutes les collectivités territoriales, tout ça. En France, rien n'a été fait. En France, le suivi a été confié aux défenseurs des droits, alors que d'habitude, les conventions sont suivies par la CNCDH, le Comité national consultatif des droits de l'homme, qui, eux, ont l'habitude de la mise en place de ça. On a voulu, le gouvernement à l'époque a voulu le donner aux défenseurs des droits, c'est le défenseur des droits qui l'a. De ce côté-là, bon, nous faisons partie de cette commission. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se débat pour faire avancer les affaires et que là, il n'y a aucune volonté. Il faut être clair, il n'y a pas de volonté de ce côté-là. Alors, on n'a pas connaissance encore des points focaux dans les administrations centrales. On n'a pas de points focaux dans les départements. On a, dans les collectivités territoriales, parlez-leur de la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Ils vont vous demander ce que c'est, etc. quoi. Tout ce travail-là n'a pas été fait. Voilà. Donc, je pense que dans notre rapport alternatif, on n'omettra pas de le dire. Oui, bonjour. On entend parler de temps en temps d'une sorte de négociation un peu serpent de mer, de libéralisation des échanges et des services entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que ça pourra impacter le handicap ou est-ce que l'Europe peut peut-être protéger les handicapés de ce côté-là? Parce qu'on craint souvent, quand il y a libéralisation, c'est que, en fait, tout le monde chacun soit laissé à son propre compte, quoi.
C'est une vaste question qui débute en tout cas. Cette question de la libéralisation, elle pose beaucoup de problèmes actuellement en Europe en tout cas. C'est souvent l'image qu'on a donnée de l'Union européenne, qui est un grand marché intérieur, je veux dire avec la liberté de circulation. On commence à sentir des tensions dans le monde associatif au niveau européen par rapport au statut des salariés qui travaillent pour les personnes handicapées, entre autres. On sait qu'il va y avoir un certain nombre de questions qui vont impacter sur les politiques du handicap. C'est quelque chose qui est discuté actuellement au Parlement européen. Je pense que les parlementaires européens, il y a un intergroupe handicap au Parlement européen qui est en train d'examiner justement toutes les négociations qu'il y a actuellement entre l'Amérique du Nord et l'Europe vis-à-vis de cela, parce qu'il va y avoir un impact. On ne peut pas dire qu'encore on ait mesuré tout l'impact de cette libéralisation. D'un autre côté, nous, en tant qu'organisation européenne, on regarde les États-Unis sur la façon dont ils ont mis en place les politiques de non-discrimination. Et là, on trouve qu'il y a des leçons à prendre, en tout cas, sur la mise en place des politiques de non-discrimination. Et tous ceux qui ont voyagé ou qui connaissent un peu les États-Unis se rendent compte qu'il y a quand même dans un certain nombre de domaines en matière d'accessibilité des choses qui fonctionnent mieux là-bas qu'en Europe, en tout cas. Je parlais du transport aérien et je pensais à d'autres domaines d'accessibilité où c'est l'image je pense aussi au Canada, où on peut prendre comme exemple un peu des législations qu'ils ont en matière de non-discrimination. Après, sur la question que vous posez, je pense qu'on est au tout début des effets qu'il y aurait sur la libéralisation des services et des biens. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier et on va vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Bon après-midi à tous.